Écoutez, je vous propose que nous commencions. C'est compliqué, même s'il y a des horaires calés pour les délégations. Il y a toujours plein de choses qui arrivent en même temps. Des collègues qui m'ont dit on a des auditions, voilà. Donc, en tous les cas, merci à ceux qui ont pu se libérer et merci à vous-même, Madame Mélanie Lepoultier, que nous avions déjà eu le plaisir d'accueillir l'année dernière, si je ne me trompe pas, dans le cadre d'un colloque organisé sur le statut de l'élu local en Europe. Je vois que la poignée qui bouge, non? Hop. Hop, ah ben voilà. Guylaine. Installe-toi, Guylaine, où tu veux. Oui, oui, très bien. Voilà, vous êtes donc président de la délégation française au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe et vice-président de l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, l'AFCRE. L'AFCRE constitue la branche française du plus vaste réseau européen de collectivités locales, le Conseil des communes et régions d'Europe, qui fédère, si je ne me trompe pas, autour de 100 000 collectivités en Europe. Votre association est également membre du Réseau mondial des collectivités territoriales, cités et gouvernements locaux unis, et à travers une gouvernance que vous allez nous expliquer brièvement, l'AFCRE participe finalement à l'évaluation du respect par la France de la Charte de l'autonomie locale qui a été adoptée par le Conseil de l'Europe en 1985. Cette Charte européenne de l'autonomie locale fixe les normes communes pour protéger et développer les droits et les libertés des collectivités locales et engage les États européens qui l'ont ratifiée, ce qui est le cas de la France, à respecter un certain nombre de conditions, de principes ou de pratiques. Ainsi, la Charte prescrit l'ancrage de l'autonomie locale dans le droit interne et, si possible, dans la Constitution, pour garantir sa mise en œuvre effective. Elle pose le principe du transfert des compétences aux collectivités locales, accompagné d'un transfert des ressources financières, évidemment, pour exercer ces compétences. Vaste sujet. Elle souligne que les responsables élus des collectivités locales doivent bénéficier d'un statut assurant le libre exercice de leur mandat dans le cadre de l'autonomie locale. Les objectifs de cette charte sont évidemment au cœur des préoccupations du Sénat et particulièrement de notre délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Vous allez donc pouvoir nous apporter votre éclairage sur le respect par la France des objectifs fixés par la charte. Par exemple, la décentralisation telle qu'elle est conçue et mise en place, mise en œuvre en France, respecte-t-elle les objectifs fixés par la charte, qu'il s'agisse du principe de libre administration des collectivités, de l'exercice de leurs compétences, de leur autonomie financière ou fiscale, ce n'est pas tout à fait la même chose, ou encore de la compensation financière consécutive au transfert des compétences. D'autres sujets pourront évidemment être évoqués lors de l'échange que nous aurons avec nos collègues. Vous avez, Madame la Présidente, la parole. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, c'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président, de me permettre de pouvoir effectivement exposer les travaux du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Un grand merci à vous également, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, de me permettre cette présentation. Donc effectivement, Mélanie Lepoultier, je suis présidente de la délégation française au Congrès depuis un petit peu plus d'un an. Je suis également porte-parole, rapporteure permanente adjointe pour les droits humains au Conseil de l'Europe, puisque le sommet de Reykjavik a renforcé les prérogatives du Conseil de l'Europe en matière de droits humains. Et donc, c'est décliné au niveau local à travers ces représentations et ces rapporteurs permanents qui travaillent sur ces sujets-là. Le congrès du Conseil de l'Europe, alors c'est vrai que c'est assez long, ça fait presque un acronyme, hein, le pouvoir des congrès des pouvoirs locaux et régionaux au Conseil de l'Europe. C'est vraiment la représentation des collectivités au sein du Conseil de l'Europe. Nous avons, je crois, des enjeux partagés et c'est pourquoi vraiment, sincèrement, je vous remercie de cette présentation cet après-midi parce que nous avons, je crois, une collaboration qui va s'avérer nécessaire. Le Congrès, à travers les rapports qu'il émet, donne des recommandations qui sont transmises au comité des ministres et puis ensuite transmises elles-mêmes aux États, recommandations et préconisations. Et donc, c'est important aussi que dans chacun des États membres, des 46 États membres, ces recommandations puissent à leur tour être connues. Je ne vous cache pas effectivement que le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux souffre d'un léger déficit de notoriété. C'est peu de dire. Donc, on travaille aussi à ce qu'effectivement, on puisse
puisse faire savoir ce que nous faisons dans ces instances. Hein. Et puis, il faut-il le rappeler, la France est quand même pays fondateur et pays hôte du Conseil de l'Europe. Donc, je pense que c'est important que nous y soyons présents et que nous puissions nous faire entendre. Alors, j'ai préparé quelques stades qui sont vraiment un petit peu un rappel du Conseil de l'Europe, une assemblée parlementaire dont peut-être certains d'entre vous êtes membres, et un congrès des pouvoirs locaux, 46 pays depuis la sortie de la Russie, évidemment, suite à l'invasion de l'Ukraine. 306 délégués titulaires qui sont désignés pour 5 ans. On représente environ 130 000 collectivités locales de différentes strates. Donc, c'est quand même vraiment une émanation des territoires qui est représentée. Nous avons aussi des partenaires pour la démocratie locale, hein, notamment des pays du nord ou du sud de la Méditerranée, du nord de l'Afrique, et puis d'autres pays, des pays candidats aussi qui sont présents. Je pense à la Géorgie. Et par exemple, nous avons accueilli, là, en mars 2025, lors de notre session, une délégation d'observateurs du Bélarus qui est venue aussi témoigner de la situation démocratique dans leur pays. Donc, assez important. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe est un francophone, Alain Berset. Et donc, je l'ai indiqué, le secrétaire général du Congrès est français également. Donc, c'est aussi important pour la place de la France dans cette entité, puisqu'on y travaille aussi la francophonie et on s'attache beaucoup à ce que le français reste une langue qui soit usitée au sein du Conseil de l'Europe, avec l'aide de la représentation permanente de la France auprès du Conseil, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose d'important et c'est vrai qu'en tant que pays hôte, on se doit d'y avoir notre place aussi. Alors les 3 piliers du Conseil de l'Europe et du Congrès, puisque le Congrès se charge de mettre tout cela en musique aussi au sein des collectivités locales et du bloc local et régional. 3 piliers, la démocratie et notamment la démocratie de proximité. Je le déclinerai tout à l'heure dans la charte également. Les droits humains, donc c'est le respect des droits des citoyens dans leur communauté. Alors le mot communauté est très utilisé dans le langage du Congrès. Il est un petit peu différent dans la langue française, en tout cas en France, mais on utiliserait plutôt les mots de territoire, mais le mot communauté est très utilisé au Congrès. C'est évidemment en lien aussi avec les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là aussi, c'est un juge français qui vient d'être élu président de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est important aussi. Et donc leur application dans les territoires et en matière d'état de droit aussi dans les municipalités et les régions. C'est important parce qu'on travaille aussi avec certains pays où parfois les arrêts de la Cour trouvent entrave soit auprès du niveau national, soit auprès du niveau local, et on agit avec les uns et les autres pour que ces choses puissent avancer, y compris aussi dans les pays candidats, donc la Bosnie-Herzégovine ou l'Ukraine avec laquelle on travaille beaucoup, la Moldavie, voilà des pays qui sont très attentifs à ce qui se passe. Nous avons au sein du Congrès 3 commissions dans lesquelles les élus se sont positionnés et travaillent. La commission de suivi de la charte, j'y reviendrai évidemment, elle est chargée du monitoring de la charte et des recommandations sur la démocratie locale. Elle suit également le rapport d'observation des élections, puisque le Congrès va observer les élections locales. Et elle émet un rapport régulier sur les droits humains également. La commission de gouvernance est davantage sur des questions juridiques et politiques liées à la gouvernance locale, c'est-à-dire la participation des citoyens, la question des finances publiques également et des moyens alloués aux collectivités territoriales, la question de la coopération transfrontalière et interrégionale et les questions de e-démocratie ou du numérique et de l'intelligence artificielle dans les questions de démocratie locale. Et enfin, la dernière commission de l'inclusion sociale et de la dignité humaine, cette commission travaille davantage sur la promotion et la mise en œuvre des valeurs de cohésion, d'égalité, de non-discrimination, notamment la sauvegarde des droits fondamentaux, alors que ce soit en matière de soins, de droits sociaux, de migration, de traite des êtres humains, de liberté des médias, d'intelligence artificielle, de lutte contre la discrimination, mais aussi de soutien à l'implication de la jeunesse
dans la démocratie locale. Tout ça étant aussi très en lien avec la conférence des ONG qui est liée aussi au Conseil de l'Europe. Nous avons 2 chambres, les élus sont répartis dans 3 commissions et 2 chambres. La Chambre des pouvoirs locaux, dans laquelle nous trouvons des représentants des communes, des EPCI et des départements, avec évidemment leur déclinaison nationale, puisque ce sont des entités qui n'existent ou n'existent pas selon les pays. Et puis la Chambre des régions, hein, donc les deux chambres en termes de représentation sont à peu près équivalentes. De nombreuses thématiques, hors celles que je viens de citer, sont abordées, puisqu'on parle autant de résilience face aux crises climatiques, que ce soit ici les inondations, ici un tremblement de terre, voilà, d'accès à l'eau, d'accès au logement, d'ingérence étrangère dans les processus électoraux, d'engagement citoyen, d'érosion littorale, d'accès aux services publics, d'accès, encore une fois, aux soins, les questions de désertification et de métropolisation, de polarisation de la vie politique. Donc voilà, les sujets, pour vous dire, sont assez vastes. La délégation française que j'ai l'honneur de présider comporte 5 représentants des communes, 4 représentants des conseils départementaux et 9 représentants des conseils régionaux qui sont désignés par les 3 associations faîtières et par approbation du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors les 2 grandes missions, hein, les missions principales du Congrès sont l'observation des élections locales. C'est toujours à la demande du pays qui organise ces élections. Donc ça n'est pas encore arrivé en France, mais le Conseil, les délégations se rendent dans de nombreux pays. Moi, j'étais en Finlande il y a 2 semaines pour aller voir l'organisation des élections locales. C'est très instructif. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre et à observer. Hein. Sur la Finlande, qui est un pays très démocratique, voilà, on avait aussi des choses à observer, des choses sur lesquelles on pourrait peut-être s'inspirer. En tout cas, c'est une délégation multinationale se rend dans un pays le temps d'un week-end et rencontre beaucoup d'interlocuteurs et observe une journée de scrutin. Donc et ensuite, un rapport est émis et des préconisations sont faites ou des observations, tout simplement, sont faites. Évidemment, ça n'a pas tout à fait la même portée et les mêmes implications quand il s'agit d'observer la Finlande, encore une fois la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie ou la Turquie. Hein, donc les enjeux ne sont pas forcément les mêmes à chaque fois. Et puis, deuxième entité très forte et celle qui compte vraiment, c'est le monitoring de la charte de l'autonomie locale. C'est vraiment le sujet majeur du Congrès. Là aussi, un rapport est émis après un monitoring qui est effectué tous les 5 ans. Alors justement, cette charte européenne de l'autonomie locale, puisqu'effectivement c'est ce qui va, je crois, vous intéresser plus particulièrement. Elle a été donc ratifiée par la France en 2007. Les principaux éléments de la charte, et c'est vrai qu'ils sont souvent assez méconnus, et pourtant, dans la mesure où c'est un texte qui a été ratifié par la France, eh bien, il fait aussi force de droit. Cette charte, elle reconnaît les collectivités locales comme fondement de tout régime démocratique. Donc c'est vraiment cette inscription dans un texte, encore une fois, ratifié par l'ensemble des pays, de cette reconnaissance importante. C'est aussi la reconnaissance du principe de l'autonomie locale qui se doit d'être inscrit dans la législation interne de chaque pays. Donc ça, c'est un élément fort qui est souligné par la charte. La responsabilité des membres élus de ces autorités locales auprès de leur population, c'est important aussi. Le principe de subsidiarité, bien évidemment. Le statut des élus locaux, et je sais que le Sénat a beaucoup travaillé sur cette question, qui doit permettre le libre exercice du mandat. Et dans le libre exercice du mandat, bien évidemment, on intègre tout autant les questions de compensation financière que de couverture sociale des élus ou de liberté d'action, hein, aussi. Et là, quand je parle de certains pays,
vous imaginez qu'il y a quand même certaines inégalités entre la situation de certains élus ici ou là. La liberté de se doter de structures internes nécessaires à l'exercice des compétences, ça veut dire aussi que chaque collectivité doit pouvoir effectivement choisir ses propres recrutements, de pouvoir permettre les formations, la rémunération et les perspectives de carrière de ses agents, et de choisir l'organisation interne dont elle souhaite se doter pour remplir pleinement l'exercice de ses compétences. Là aussi, c'est vraiment important. On a des différences assez fortes d'un pays à un autre sur ce sujet. Et la mise à disposition de ressources nécessaires dont les collectivités disposeront librement pour l'exercice de leurs compétences. Donc vous verrez dans le dernier monitoring, j'en parlerai dans une minute, le dernier monitoring de la charte, que évidemment ça a été une question très importante qui a été soulevée par les auditeurs quand le monitoring de la charte en France a été fait. Cette charte, elle ancre aussi vraiment l'existence des collectivités locales comme investies de responsabilités effectives pour permettre une administration à la fois efficace et proche du citoyen. Voilà, c'est vraiment le principe et le symbole. Et puis, il y a aussi un article 4 qui fixe aussi qu'elles doivent être, ces collectivités territoriales, consultées autant qu'il est possible de le faire pour toutes les questions qui les concernent directement. Alors évidemment, le Sénat est aux premières loges de ce principe, puisque le Sénat consulte beaucoup les élus locaux sur les décisions qui pourront être prises, mais c'est quelque chose qui est vraiment signifié dans la charte. Une partie des ressources doit provenir des impôts et taxes dont les collectivités doivent pouvoir librement fixer les taux. Hein, c'est vraiment ce qui est écrit. Ce qui, là aussi, on va le retrouver tout à l'heure dans le monitoring, a été forcément un sujet au moment du bilan du monitoring de la France. Une garantie d'un système de péréquation entre collectivités. Ensuite, les subventions accordées aux collectivités ne doivent pas, dans la mesure du possible, être destinées à des projets spécifiques. Alors là aussi, c'est un sujet, évidemment, qui a été souligné lors du monitoring. Toute modification des limites territoriales doit être soumise à la consultation des collectivités. Lors du précédent monitoring de la France, on était juste après la loi NOTRe, la modification des limites territoriales des régions avait été un vrai sujet souligné. Vraiment, il y avait eu sur cet article une violation claire de la charte qui avait été soulignée. Ce n'est pas le cas là, évidemment, puisqu'il n'y a pas eu de modification. Tout contrôle administratif des collectivités locales doit se faire dans les limites définies par la loi. Donc là aussi, c'est très important, puisqu'encore une fois, d'un pays à un autre, on a des manières de pratiquer qui sont très différentes. Et puis le droit au recours juridictionnel pour assurer le libre exercice des compétences et la garantie des principes de l'autonomie locale. C'est la capacité aussi de saisine en cas de manquement sur ces principes-là, où la charte de l'autonomie locale peut aussi être invoquée, effectivement. Sur la question des financements et des finances locales, il était aussi spécifié que les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources des collectivités locales doivent être de nature suffisamment évolutive et diversifiée pour permettre une évolution réelle des coûts de l'exercice des compétences. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc dans la charte. Les systèmes financiers, pas les ressources, mais les systèmes financiers doivent être évolutifs pour aussi évoluer avec l'exercice des compétences et maintenir cette subsidiarité nécessaire. Un monitoring de la charte est fait tous les 5 ans et le Congrès travaille aussi à une manière d'effectuer des post-monitoring efficaces, parce qu'une fois que les recommandations ont été émises transmises au comité des ministres, et donc elles redescendent ensuite, si on peut dire, vers le pays, et bien qu'on ait ce suivi de monitoring et pas je ne vais pas dire un coup près ou une sanction qui tombe tous les 5 ans, mais quelque chose
que l'on puisse travailler de manière conjointe pour faire évoluer les manquements là où il y en a. C'est assez, encore une fois, très divers, vous vous doutez bien, selon les pays. Alors, nous avons donc, en mars 2024, le rapport de monitoring de la France a été adopté au sein du Congrès lors de notre session donc, presque de printemps. C'est un monitoring qui s'est effectué sur l'année 2023. Pour un monitoring, deux auditeurs du Congrès, donc 2 élus locaux, de nationalités différentes, qui seront rapporteurs sur ce sujet, sont nommés. Souvent, ils émanent de la commission de suivi, bien évidemment. Ils sont en général accompagnés d'un expert sur ce sujet, qui est aussi, qui n'est pas du pays qui va être de la même nationalité que le pays qui va être monitoré. Et donc, les rapporteurs rencontrent, et en tout cas font des demandes de rencontres très nombreuses auprès des élus locaux, bien évidemment. Là, ils ont rencontré des élus de Bourgogne-Franche-Comté, de la Réunion aussi, de la plus petite des communes à la région, vraiment un panel assez divers. Ils ont rencontré les associations d'élus, bien évidemment. Ils demandent des rencontres auprès des ministères également, évidemment, auprès des ministères du budget, auprès des délégations aux collectivités territoriales. Enfin voilà, il y a auprès des médias, voilà, il y a un panel très large de rencontres qui sont effectuées, le défenseur des droits. Alors pour la France, un certain nombre de rencontres ont pu se faire, d'autres n'ont pas obtenu de réponse. Je pense notamment au ministère de l'économie et des finances, où à l'époque, nous n'étions pas parvenus à ce qu'une rencontre soit organisée. Toutes ces rencontres, évidemment, visent à pouvoir faire ressortir les principes, enfin les éléments saillants de ce monitoring. Et puis les deux rapporteurs rencontrent évidemment toute la délégation du pays concerné. Cette délégation, elle est aussi une émanation de toutes les sensibilités politiques, évidemment, du pays, tout presque. Et donc, il y avait sur le monitoring de la France un consensus assez clair sur l'ensemble des éléments qui sont ressortis, quelles que soient les strates de collectivité et quelles que soient les sensibilités politiques. Alors, sur ce monitoring, là aussi, et je vais peut-être les détailler tout à l'heure, mais il y a eu un certain nombre de violations ou violations partielles. Alors, c'est souvent assez vécu de manière assez brutale par le pays qui est monitoré, parce que violation est un mot assez fort, évidemment, mais en tout cas, c'est le vocable utilisé par le Congrès. Mais qui montre bien effectivement qu'il y a un certain nombre de principes qui ne sont pas respectés. Alors les éléments saillants de ce monitoring l'an dernier, il s'agissait évidemment de poursuivre la décentralisation en ancrant le principe de subsidiarité dans la législation. Alors je les ai écrits tels qu'ils ressortaient dans le rapport. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses, la subsidiarité est déjà dans la législation, mais en tout cas, je pense qu'il fallait l'accentuer. Il y a eu un vrai débat, un vrai sujet sur la clarification et la simplification du système de répartition des compétences qui, que nos rapporteurs ont trouvé très complexe en France. D'éviter la surréglementation. Je crois qu'il y avait consensus sur ce sujet, ce qui ne vous étonnera, je ne pense pas. D'accroître le pouvoir décisionnel des collectivités territoriales pour que l'autonomie fiscale devienne un principe effectif. Ça faisait notamment cette fois-ci suite à la suppression de la taxe d'habitation, qui évidemment est remontée de l'ensemble des collègues et qui constitue un élément défavorable relatif à la charte. Donc évidemment, c'était important. Ce qui a été souligné aussi, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et le conditionnement du financement des collectivités à des projets très précis.
la multiplication des appels à programmes, des appels à projets, des appels à manifestations d'intérêt qui font qu'une partie des financements liés aux collectivités territoriales sont liés à des projets extrêmement précis et réduisent la latitude d'action globale des collectivités territoriales en France. La révision périodique des coûts liés aux compétences transférées, j'en parlais il y a une minute, ça c'est un élément aussi que les élus ont pu, et les élus associations d'élus ont pu mettre en lumière également, évidemment. J'en parlais, la réduction de l'importance du financement contractuel des autorités locales et régionales. Le mécanisme de consultation des associations nationales pour en faire des instruments de co-gouvernance et non pas d'information. Ça a été très important et c'est tout de même une vraie différence avec d'autres pays. Pour de multiples raisons, peut-être la première étant la multiplicité des associations nationales d'élus locaux, qui fait qu'effectivement, je dois avouer que quand les rapporteurs ont demandé quelles associations devaient être consultées, la liste était relativement longue. Dans certains pays membres du Conseil de l'Europe, la liste est très courte, en fait. Et donc, ça rend les choses aussi, le mécanisme de consultation peut être plus simple. La multiplicité en France fait que c'est difficile, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de co-gouvernance avec les collectivités territoriales et non d'information pure, ce qui était de notion d'information descendante, qui était vraiment ce qui ressortait des préconisations. Et puis, la mise en œuvre d'un dispositif renforçant l'action juridique et allongeant les délais de prescription pour protéger les élus, évidemment, est ressorti, et c'est un sujet que le Congrès traite aussi régulièrement, la question des menaces faites aux élus, menaces grandissantes, qui malheureusement est partagée par l'ensemble des élus du Congrès, bien évidemment, là aussi s'incarnant de manière très différente d'un pays à un autre, mais tout de même. Donc il y avait ce besoin de renforcer l'action juridique liée à cela. Alors on a un certain nombre ce rapport était peut-être moins difficile que ne l'était le précédent, mais on a quand même des violations partielles, il y en a plusieurs. Une violation partielle sur les compétences confiées aux collectivités territoriales doivent être pleines et entières. Le Congrès a souligné la confusion de la répartition des compétences et de l'autonomie pour les exercer. Il y avait également une violation partielle de l'article 5 qui dit qu'en cas de délégation des pouvoirs, les collectivités territoriales doivent jouir de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales. Le Congrès a noté le manque de marge de manœuvre pour adapter l'exercice des compétences au territoire. Donc on avait quand même, alors effectivement c'est assez difficile, des violations partielles, des articles qui ne sont pas pleinement respectés, notamment les articles 9 et 9.1 sur les ressources financières qui signalaient une centralisation excessive, ce sont les mots, là encore je cite, du financement des collectivités territoriales, qui est un obstacle à la mise en œuvre du principe d'autonomie financière. Donc ça, c'était aussi important. Une violation, j'en parlais tout à l'heure, une violation partielle de l'article 9.4 sur les systèmes financiers diversifiés. Là aussi, donc ça a été unanimement partagé par l'ensemble des élus de toutes strates. Et une violation partielle de l'article 9.7 qui aussi induisait trop d'actions contractualisées pour obtenir des financements. Donc c'est voilà ce que je vais. Alors les conclusions et ce qui a été transmis donc les recommandations qui ont été transmises au comité des ministres. Voilà, c'est les importantes insuffisances en matière d'autonomie financière et plus généralement de finances des collectivités territoriales. La réduction des impôts locaux propres et leur remplacement par des transferts et des subventions de l'État qui est jugée comme étant une évolution préoccupante.
Le Congrès a également noté que la décentralisation ne progressait pas dans le pays. Les objectifs politiques clés sont adoptés au niveau de l'État et il est attendu des collectivités territoriales qu'elles exécutent ces décisions sur leur territoire. Et enfin, les collectivités territoriales devraient être considérées par les autorités centrales comme de véritables et incontournables instances de co-gouvernance. Il a été fait un retour sur la restructuration des régions, vécue comme négative sur un certain nombre d'aspects. L'identification des citoyens aux entités territoriales et le lien de responsabilité entre celles-ci et les citoyens sont jugés assez faibles. Dans les autres sujets de préoccupation, le faible taux de participation aux élections et multiples menaces et agressions subies par les élus locaux. Les rapporteurs ont proposé donc de réactiver et poursuivre la décentralisation locale et régionale et d'accroître les pouvoirs d'imposition des collectivités territoriales afin que l'autonomie fiscale des collectivités devienne un principe effectif. Les rapporteurs ont également souligné qu'il conviendrait de clarifier et simplifier le système actuel des compétences, de mettre en œuvre des mécanismes de consultation avec les collectivités territoriales dans un esprit partenarial, afin qu'elles ne soient pas considérées comme des outils d'information, et de renforcer les mesures appropriées visant à accroître l'intérêt des citoyens pour les affaires publiques locales. Il existe un protocole additionnel à la charte qui concerne justement la participation des citoyens dans la vie locale également, qui n'est pas monitoré au même sens que le rapport sur la charte de l'autonomie locale, mais ce protocole additionnel existe effectivement. Donc voilà, nos deux rapporteurs étaient une élue d'Ipswich au Royaume-Uni et un élu de la province autonome de Voïvodine en Serbie et un expert espagnol qui était là. Et les instances rencontrées, pour vous un petit peu j'en finirai là-dessus. Conseil régional de la Réunion, les représentants de la délégation, la Chambre régionale des comptes de la Réunion et Mayotte, la ville de Dijon, métropole de Dijon, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil régional de la même région, ville de Besançon, Grand Besançon Métropole, commune de Doran, les associations d'élus locaux, la Cour des comptes, le Parlement, un professeur à la Sorbonne, professeur Dumont, le ministère de l'Intérieur, des départements et des territoires d'outre-mer, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion territoriale, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Alors, ma présence ici est aussi, outre de vous avoir exposé ce monitoring de la France, de savoir comment peut-être nous pourrions aussi travailler ensemble, et votre rapport serait très précieux pour la délégation au sujet de ce suivi du monitoring de la charte de l'autonomie locale, je le disais, mais aussi le travail conjoint avec la délégation sur des rapports en cours de rédaction. Érosion littorale, gestion de l'eau, financement des médias, logement, vieillissement de la population, ce sont des rapports sur lesquels nous faisons des contributions. Et donc, il est intéressant de pouvoir aussi y apporter votre point de vue et votre expérience. Je pense à un rapport notamment sur l'érosion littorale et l'adaptation des territoires à cet enjeu. C'est un rapport que j'ai suggéré au Congrès, dont ils vont s'emparer. Une délégation d'élus ira en Grèce et en France sur le littoral atlantique, en Gironde et en Charente-Maritime, mais également viendra rencontrer des élus et des membres des agents des ministères à Paris. Et donc voilà, c'est aussi intéressant de pouvoir contribuer, puisqu'encore une fois, à chaque rapport, une recommandation transmise au comité des ministres qui ensuite transmet à chaque pays. Et puis, je le disais en préambule peut-être et dans les prémices de mes propos, la présentation des missions d'observation des élections locales, notamment en matière d'échange de bonnes pratiques, qui sont vraiment très intéressantes, je pense, et qui permettent aussi de nous donner une cartographie, peut-être un état des lieux de la démocratie dans les pays qui constituent l'Europe ou l'Europe en devenir. Et je pense que c'est aussi important face aux enjeux qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà un petit peu. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir, en tout cas, suscité votre intérêt, si ce n'est avoir répondu à vos questions. Mais je me tiens à votre disposition.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour vos propos et ces explications très précises, très concrètes. Je vais bien sûr passer la parole aux collègues qui ne manqueront pas de vous poser des questions complémentaires. Et peut-être moi, mais vous pourrez répondre après. Ça m'intéresserait de savoir, vous avez mis en avant, à la fois évidemment le cadre de la charte, aussi à travers le suivi que vous avez fait de cette charte en France, les insuffisances ou les violations partielles, vous les avez appelées sur un certain nombre de sujets, sur la question des finances, puisque dans la charte, il est indiqué qu'une partie des ressources doit provenir des impôts et des taxes à la libre décision des collectivités qui doivent pouvoir en fixer le taux. Or, à la suite, par exemple, si je prends l'exemple des départements, à la suite de la suppression d'une part de la taxe professionnelle et puis ensuite de la taxe d'habitation, aujourd'hui les départements n'ont quasiment plus aucun levier fiscal. Mais bon, on pourrait en parler pour d'autres collectivités sur la question des transferts de compétences, sur le partage des transferts de compétences pleines et entières, sur les compensations financières attachées à ces transferts de compétences. Bref, les sujets que vous avez évoqués. Comment se situe la France dans ces évolutions-là par rapport aux autres pays concernés par la charte? Puisque là, on voit bien qu'il y a en France un certain nombre d'évolutions qui sont plutôt défavorables ou contraires aux orientations de la charte. Quel point de comparaison on peut avoir avec les autres pays? Et nous, on sera bien sûr ouverts pour travailler. J'en parlerai aux collègues sur une mission, un rapport, on verra comment on peut l'appeler, en tous les cas sur les préconisations de la charte, et puis mettre en parallèle en quelque sorte, et ce travail que vous avez fait nous y aidera, à la fois les préconisations de cette charte qui me paraissent importantes, et puis ce qui se passe, comment les choses se déroulent en France et quelles sont les évolutions en France. Mais je passe tout de suite la parole aux collègues. Alors, nous commençons par Michèle Gréaume. Merci beaucoup. Donc Michèle Gréaume, sénatrice du Nord. Moi, je voulais intervenir parce que j'ai besoin d'un petit peu d'éclaircissement par rapport à tous ces rapports qui sont effectués. Je vais revenir sur le rapport de monitoring de 2022 où il y avait des recommandations sur la protection financière et juridique des communes. Je parle bien entendu de la France, parce que bon, je ne vais pas parler des autres pays. On est ici en France. Également, il y avait une mission d'observation sur les élections municipales de 2020. Et là, on arrive bientôt aux prochaines municipales. Il y avait notamment les préoccupations sur l'abstention record. Donc, c'était un sujet aussi qui va revenir, et je le crains malheureusement. Et enfin, il y avait un rapport sur la thématique sur la participation citoyenne en 2023 qui parlait de recommandations pour renforcer l'engagement local. Enfin bref, beaucoup de problématiques récurrentes sont soulevées, notamment sur les difficultés financières des petites communes et les inégalités territoriales. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est malgré tous ces rapports et toutes ces recommandations et observations, quel suivi il y a après ces rapports et surtout ces recommandations. Merci. Merci Michèle. On va prendre plusieurs questions si vous êtes d'accord et vous répondez ensuite. Muriel Jourdac, présidente de la Commission des lois. Merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, j'avais peu ou prou la même question que ma collègue précédente, c'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui nous cherchons des économies, donc nous regardons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas beaucoup plus sérieusement. Voilà, vous nous disiez faire des préconisations qui étaient transmises au gouvernement. Avez-vous des retours des gouvernements sur ces préconisations? Avez-vous même une réponse? Et si oui, vos préconisations sont-elles suivies des faits? Bernard Buis, sénateur de la Drôme. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai relevé une préconisation qui était de réviser périodiquement les coûts liés aux compétences transférées. Est-ce que vous avez déjà des exemples où ça se fait, je parle de compétences transférées au département notamment, puisque je suis conseiller départemental, mais aussi entre les communes et les communautés de communes? Parce que moi, je n'ai pas d'expérience et pas de retour là-dessus. Je ne vois pas que ça soit fait quelque part. Est-ce que ça existe ailleurs dans d'autres pays? Comment ça se passe? C'était un peu ma question du début. Écoutez, je propose de répondre à ces trois questions. Alors, c'est vrai que donc moi, je vais peut-être pas pouvoir donner de détails sur
sur les rapports nombreux qui ont été faits, parce qu'il y en a beaucoup. Par contre, la situation de la France comparée aux autres pays, elle n'est ni dans les plus... je ne sais pas si on va qualifier de vertueux, ni dans les... évidemment, je vous le disais, 46 pays, ça induit des situations très différentes. Quand on parle, voilà, j'ai expressément cité la démocratie locale sur les derniers rapports d'observation des élections qui ont été faits. Moi en Finlande, un collègue maire en Bosnie-Herzégovine, le rapport sur la Turquie qui a été fait. Bon, on a des choses vraiment, voilà, très, très différentes. Hein. L'organisation des élections en Finlande et en Bosnie, en Serbie, en Republika Srpska, ce n'est pas la même chose. Donc, je pense que la France, si je dois vous donner un exemple, le rapport sur la Norvège était très court. Par exemple. Il y avait assez peu de choses à dire sur l'organisation et l'autonomie des collectivités en Norvège. Le rapport était très, voilà, très, très fin. Pour votre pleine et entière information également, quand le rapport de monitoring de la charte est présenté et voté au Congrès, en général un ministre, le ministre en charge ou la ministre en charge des collectivités territoriales vient face aux membres du Congrès répondre aux questions. Ça a été particulièrement difficile pour la France. Je vous le dis de manière très franche et très sincère avec vous. Ça a été très compliqué d'avoir quelqu'un qui... Oui, mais c'était en 2024. Alors, ça a été très difficile. Ce qui était compliqué parce qu'on est pays hôte, que Strasbourg est à 2 heures de Paris et que les ministres des 46 pays s'y plient. Donc il faut vraiment là aussi que en termes de rayonnement et d'exemplarité, la France puisse accepter. Il y avait aussi beaucoup de choses très positives dans ce rapport. Évidemment, je n'ai mis en exergue aujourd'hui que les manquements. Je ne vous ai pas mis en exergue tout ce qui était positif. Heureusement, voilà, il y a quelques violations de la charte, mais il y a aussi beaucoup de choses positives. Donc il faut être aussi dans cette, quand on se soumet à ces monitorings ou à cette observation des élections, et effectivement il y a les élections l'année prochaine, pouvoir aussi être prêt à recevoir ces critiques éventuelles ou ces compliments parce qu'il y en a. Donc je dirais qu'on est quand même dans les pays qui ont beaucoup de points positifs, mais un pays très centralisé. Et donc forcément, la centralisation très forte d'un pays comme le nôtre rend l'application de cette charte probablement, je ne sais pas, plus difficile, mais en tout cas complique la chose. Je vous le disais aussi en préambule, le Congrès souffre d'une notoriété ou d'une discrétion, d'un manque de notoriété ou d'une discrétion un petit peu trop forte. Il souffre aussi, je crois, mais on en a bien conscience, d'un suivi de monitoring, d'un post-monitoring, pour effectivement qu'il n'y ait pas ce rapport qui tombe tous les 5 ans et rien entre les deux, où on ne va pas s'assurer qu'une entité, une délégation comme la vôtre, par exemple, ou d'autres, se soit attachée à ce que les choses soient mises en œuvre au cours des 5 années qui suivent ce rapport de monitoring. Ce qui fait qu'effectivement, si on n'a pas une entité dédiée qui s'occupe de ces questions-là, et ben 5 ans après, les choses, soit il y a des choses sont des choses très conjoncturelles, comme ça a été le cas de la loi NOTRe et de la fusion des régions, où là, bon, le rapport suivant a été très clair sur cette question, mais c'est une fois parce qu'il y avait cette modification territoriale. Elle n'est pas revenue évidemment dans le rapport suivant, mais quand il y a des choses comme le financement des collectivités, si effectivement il n'y a pas cette vigilance accrue qui est faite sur, si je prends l'exemple du financement très fléché donné aux collectivités territoriales, effectivement, qui va pouvoir, dans les 5 ans à venir, être garant d'un retour à quelque chose de plus en lien avec la charte. Concernant la faible participation, effectivement, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est partagé par beaucoup de pays aussi, l'implication des jeunes. Il faut savoir que le Congrès accueille un délégué jeune par délégation, donc 46 jeunes, alors étudiants, parce qu'on
la jeunesse était en tout cas des jeunes qui viennent pendant 1 an suivre 2 sessions et qui travaillent beaucoup avec le Congrès, là aussi pour participer au rajeunissement de la politique. C'est une vraie politique du Congrès, hein, la présence des jeunes élus qui prennent la parole. Là aussi, de manière très forte, hein, dans l'hémicycle, tous. Alors, petite anecdote, on se bat là, par exemple, pour que le français soit la langue qui puisse être utilisée aussi. Parce que les consignes sont plutôt qu'ils parlent en anglais. Donc, on est vigilant à ce que, en tout cas, notre déléguée française essaie de parler français. Mais c'est quelque chose de très important. Il faut savoir donc je parlais du protocole additionnel qui parle de la participation des citoyens. La France l'a signé, mais non ratifié. Donc, il n'est pas ratifié par la France, ce protocole additionnel qui parle de la participation citoyenne dans la démocratie locale. Non, je n'ai pas de réponse réelle de retour des préconisations, à mon grand regret. Et je crois que c'est là que le bas blesse sur ces monitoring. Alors, c'est une charte, elle est signée, ratifiée, donc elle fait aussi les forces de traité, mais que fait-on de ce traité? Comment derrière on y met un suivi? Je crois qu'il en est de même, puisqu'on travaille très en lien avec la Cour européenne des droits de l'homme, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et le suivi des arrêts de la Cour, y compris en France, parce que c'est aussi un vrai sujet très complexe, mais qui est un vrai sujet, notamment en France sur la communauté des gens du voyage, puisque beaucoup des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme pour la France sont liés à cette question-là. Ce sont des choses très difficiles, très, très complexes, mais le suivi des arrêts de la Cour est très important aussi, et je pense qu'on n'a pas non plus assez cette vigilance de suivi des préconisations. Donc je crois le Congrès a un vrai effort à faire pour maintenir cette attention et assurer qu'un travail est mené derrière, encore une fois peut-être avec des délégations comme la vôtre, Monsieur le Président, pour que ce ne soit pas juste un texte qui soit énoncé et voté lors d'une session du Congrès, mais qui n'ait aucun suivi, et qu'on retrouve les mêmes violations ou les mêmes remarques 5 ans après, parce qu'en fait, ça n'est pas un aveu d'échec, mais presque quand même de se dire que en fait, on n'a pas pris à bras-le-corps les choses. Merci. Alors, Michel voudrait ajouter quelque chose, et pour bien tout clarifier, Michel siège dans l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup. Juste un petit complément. Là, par exemple, pour les élections européennes, on a vu qu'en Allemagne, les jeunes pouvaient voter, par exemple, à partir de 16 ans. En France, c'est à partir de 18 ans. Je trouve ça dommage d'avoir des instances comme là aujourd'hui, la plupart de la population, quand c'est les élections européennes, entre nous, il y a beaucoup d'abstention parce qu'ils ne se sentent pas directement concernés, alors qu'en Allemagne, on essaye plutôt d'intégrer des jeunes pour qu'ils s'y intéressent. Pourquoi ne pas mettre en place des débats justement par rapport à ces procédures qui sont différentes d'un pays à l'autre, que peut-être il peut y avoir un plus à apporter ou un moins, parce qu'il y a certaines choses de l'Allemagne qui sont mises en place qui ne sont pas forcément acceptées par la population non plus. Mais pourquoi il n'y a pas des avancées sur ça qui fait que d'un pays à l'autre, c'est très différent? Voilà. Oui, juste un petit mot moi aussi pour rebondir. D'abord, ne serait-ce que sur ce que dit notre collègue Michel, oui, c'est différent d'un pays à l'autre parce que les pays n'ont pas les mêmes histoires. Je ne suis pas forcément favorable à ce que nous ayons une uniformité totale pour tout en Europe. Nos histoires sont sensiblement différentes. De la même façon que vous indiquiez, Madame la Présidente, qu'en Norvège, le rapport était très court. Si je ne me trompe pas, le Norvège, c'est plus de 10 fois moins d'habitants que nous. C'est sans doute extrêmement différent dans un pays qui a une population importante que dans un pays qui a une population plus réduite. Les choses se font sûrement différemment, donc il est difficile me semble-t-il, de comparer d'une façon un peu brute, mais j'ai bien compris que ce n'était pas ce que vous vouliez faire.
Non, pour répondre dans l'ordre inverse peut-être de vos prises de parole, non, effectivement, là aussi nos histoires sont différentes. Notre centralisation est le fruit de notre histoire. L'histoire norvégienne, que je méconnais, est forcément totalement différente. Je parlais parce que c'était un exemple. C'était aussi différent en Norvège parce que, je le disais aussi en cours de mes propos, en France, on a un nombre d'associations d'élus qui montre aussi de l'engagement, voilà, mais qui effectivement fait que en Norvège, ça n'est pas du tout cela. Il n'y a que quelques associations d'élus et la présidente, il y a une porte d'entrée, une seule voix. Donc en fait, quand le gouvernement prend une décision concernant les collectivités territoriales, il y a une personne qui incarne l'ensemble des collectivités territoriales. Et du coup, la concertation est aussi différente que ce qu'elle peut l'être en France. Mais il ne s'agit pas de dire demain, il faut que la France soit la Norvège parce que notre histoire est différente, parce que notre maillage territorial est différent. Évidemment qu'un pays aux 36 000 communes et à des communes de 50 habitants et des métropoles n'a pas du tout la même représentation et la même... C'est vraiment différent. Donc il ne s'agit pas de calquer, mais par contre, en termes de bonnes pratiques, ils étaient assez... Voilà. Pour ce qui est des observations locales, je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus, je le dis d'autant plus aujourd'hui, que j'ai effectivement, moi je suis au Congrès, alors j'ai été déléguée jeune, beaucoup plus âgée que les autres, mais parce que j'étais jeune élue en 2019 et j'ai eu envie d'y retourner après. Donc moi j'y suis depuis 2022, donc ça fait pas très longtemps. Et c'était ma première mission d'observation des élections en Finlande. C'était passionnant, c'était vraiment passionnant. D'abord parce que, alors c'est le pays de la confiance, la Finlande. Les citoyens ont confiance en leurs élus, ont confiance en leurs médias, ont confiance. Enfin, il y a le pays de la confiance, donc ça change la donne aussi. Mais ils ont mis quelque chose en place qui est très intéressant. Alors sur les élections locales, ils ont mis quelque chose, c'est qu'on peut voter dans sa collectivité, de là où on vit, à partir du moment où on y a passé 59 jours. Les derniers 59 jours. Donc ça fait aussi un nombre de votants potentiels énorme, puisqu'il suffit d'être installé dans la ville ou dans le département, les départements qui viennent d'être créés et qui s'appellent, je le dis, parce que les collectivités du bien-être. Donc voilà. Et donc ça fait un nombre de votants potentiels, mais ils ont mis quelque chose de vraiment qui marche très bien, c'est le vote en avance. En fait, pendant 7 jours, dans les 10 jours qui précèdent le scrutin, vous pouvez voter. Et en fait, ils mettent en place un vote en dehors des bureaux de vote. Ils paient alors des étudiants, des retraités, des gens au chômage pour aller faire voter les gens dans les EHPAD, dans les hôpitaux, au supermarché, à la piscine, à la bibliothèque, dans les universités, etc. Ce qui fait que le jour du scrutin, 35 à 40% des votants avaient déjà voté, en fait. Et entre guillemets, les électeurs n'avaient plus, si je puis dire, pour être d'excuses, parce qu'on est allé vers eux, en fait. Vraiment, on est allé vers eux, à la sortie du travail, au supermarché jusqu'à 22h, dans les EHPAD pour que les gens votent encore d'eux-mêmes, dans les hôpitaux si vous êtes hospitalisé, enfin voilà. Et ça marche extrêmement bien. Donc c'est peut-être aussi, sans calquer immédiatement, mais d'être attentif à ce rapport de monitoring, d'observation des élections dans les autres pays, parce qu'on ne fait pas du copier-coller, ça ne peut pas marcher comme ça. Évidemment, chaque pays a son organisation, son ADN, puis sa culture. Mais d'être attentif à certaines bonnes pratiques, certaines initiatives, et voir de quelle manière, peut-être ou pas, elles peuvent être mises en œuvre dans nos pays. Le vote, on était 12 nationalités dans cette délégation de 14 élus. On a tous été extrêmement surpris de ce vote en avance qui marche voilà, de extrêmement bien et qui est dans le aller vers. Alors c'est une expression très à la mode aujourd'hui aussi, mais du coup ils ont des taux de 70%. Là c'était les premières élections des collectivités du bien-être, donc les gens ne maîtrisaient pas encore vraiment à quoi servait. Ils sont tous allés voter quand même. Donc merci. Alors, 3 autres questions. Jean-Marie, Pascal et Éric Kérouche. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vous rejoins. Je crois qu'il est vain de vouloir comparer des pays qui n'ont absolument pas la même histoire. Il y en a 46. C'est 46 histoires différentes. Donc, si on veut être efficace, connaissant un petit peu les instances européennes, je crois que c'est pas dans la comparaison qu'on peut être efficace. Vous avez dit bonne pratique. Je crois qu'il appartient aux associations d'élus, à notre délégation, de souligner les points où il nous apparaît
à l'expérience qu'il y a des défaillances, qu'on souhaiterait mieux, pour pouvoir voir avec vous quelles sont les bonnes pratiques qui pourraient être utilisées, ressorties des rapports que vous avez avec les autres nations, les autres pays. Je crois que c'est uniquement dans cette démarche-là. Sinon, faire des monitoring, tout ça, c'est vain, quoi. C'est bien, ça satisfait sans doute le Conseil de l'Europe, mais ça n'a aucune efficacité, malheureusement. Malheureusement, parce que nous ne sommes pas intégrés. On est là dans une instance qui n'a pas de vocation, je dirais, législative. Donc pour moi, ce que nous devrions faire, c'est partir des besoins ressentis par les collectivités locales, exprimés par les associations, exprimés par notre délégation, pour voir sur tel ou tel point, je pense l'autonomie fiscale, je pense statut, je pense à 2 ou 3 autres points, mais pas beaucoup, parce que de toute façon, on n'arrivera pas à les couvrir. Et puis, essayer de voir quelles seraient les bonnes pratiques que nous pourrions utiliser ici, chez nous, à l'avenir. Pascal. Merci Jean-Marie. Pascal. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être venu nous présenter cette charte. Voilà, c'est vraiment très intéressant et on a envie d'y participer. Alors, sur les élections, la confiance, effectivement, et nous, on a des souvenirs de bourrage des urnes. Donc, c'est un peu compliqué, je vais le dire. Ici, on n'a absolument pas confiance. On n'a même pas confiance dans un vote électronique. Donc, si vous dites qu'on va à la pêche aux voix, c'est très, très difficile. Moi, je sais que, par exemple, des fois, il y a des personnes âgées qui nous demandent d'aller les chercher, par exemple, à domicile pour les emmener voter. Moi, en tant qu'élu, je ne le fais pas. Vous voyez, parce qu'on a l'impression qu'on va leur imposer le vote. Donc ça, c'est très, très compliqué. Sur la charte européenne de l'autonomie locale, ça, c'est un sujet fort pour nous, l'autonomie. La charte, elle n'est pas contraignante. Parce que moi, je suis aussi conseiller départemental. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on aimerait bien avoir de l'autonomie. Mais l'autonomie, elle est financière. Et on n'a plus rien, en fait, comme levier fiscal, et on est à l'inverse de finalement cette charte. Nous, en France, on est à l'opposé. Et la taxe d'habitation pour les Français, c'est très bien, parce que ça, il faut le reconnaître. Mais en revanche, on nous a rien demandé. On n'a rien demandé aux élus pour discuter justement de cette taxe d'habitation qui disparaît d'un seul coup, et puis après, en gros, débrouillez-vous avec des dotations qui ne sont pas du tout à la hauteur. Donc c'est ça, en fait, c'est bien. C'est comme le dit Jean-Marie, c'est peut-être voilà, les bonnes pratiques à partager, voir ce qu'on peut mettre en place. Je pense que pour nous, pour la délégation, je pense que c'est important de le travailler. Et donc, je voulais vous remercier. Merci. Éric ? Bien, merci d'abord beaucoup d'être venu à nous, parce que c'est toujours très intéressant. Alors, c'est vrai, par rapport aux ambitions initiales, le congrès des pouvoirs, je veux dire, il y a un problème de connaissance, et il y a aussi le problème que tout simplement, cette institution ne s'est pas affirmée au sein des institutions européennes. Pendant un moment, on pensait que ça allait devenir le Sénat européen. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais en fait, on est très loin de ça, notamment à cause quand même de nos amis allemands qui nous ont pas aidés. Enfin, en tout cas, le poids des lenders n'a pas aidé en l'espèce. Mais sans revenir là-dessus, alors 2 choses. Non, c'est tout à fait possible de comparer les pays européens. Il ne faut pas partir du principe qu'il y a autant d'histoires que de pays. C'est complètement faux. En fait, il y a plusieurs styles de gouvernance locale. Il y en a 4. Il y a 4 façons de gouverner les territoires locaux en Europe. C'est universitairement assez bien établi. Il y a des styles de gouvernance locaux, le style français, le style rhénan, le style des pays de l'Est, par exemple. Et il y a des façons de vivre les exécutifs. Donc, c'est tout à fait possible de comparer nos pays. Et le problème des Français, c'est souvent de se considérer comme le nombril du monde, notamment en termes organisationnels. C'est notre tendance forte. Alors même qu'il y a des pays comme la Hongrie qui nous ressemblent. Si on considère le nombre de communes de Hongrie, je crois qu'ils sont 6 000, alors qu'il y a 6 millions d'habitants, c'est à peu près le même niveau que la France.
au-delà de ça, ce qui est quand même important, c'est ce que vous faites avec le monitoring, c'est les bonnes pratiques, effectivement. Et c'est l'identification de ces bonnes pratiques qui permettent d'avoir une certaine transitivité entre les pays. Et je crois que c'est important, ce que vous avez dit sur le vote. Alors, moyennant ce qu'a dit Pascal, c'est vrai qu'en France, on a un mauvais souvenir, par exemple, du vote par correspondance, mais le vote par correspondance dans les années 60 en France, c'était un pouce au crime parce qu'il n'était pas encadré. Et vous avez parlé du vote en avance. Le vote sur 3 jours se développe aussi dans certains pays. Il ne faut pas oublier non plus que en Allemagne, le taux de participation avec le vote par correspondance, il est considérable. Et qu'il n'y a pas de remise en cause quand c'est bien encadré. Donc je pense que c'est important de voir les bonnes pratiques qui existent ailleurs dans la perspective de les installer. Après, sur la question de l'autonomie, il faut quand même voir les choses en face. Le rétrécissement financier des collectivités locales est important en France, mais c'est une tendance européenne. Et c'est quelque chose peut-être qu'on a à réfléchir aussi, c'est le fait que les États laissent de moins en moins de place, même les plus décentralisés, à leurs collectivités locales, ou plus exactement, elles peuvent avoir les compétences, mais ne plus être en situation de les exercer, parce que le nœud coulant financier, il existe partout selon des modalités différentes. Merci Eric. Et peut-être avant que vous répondiez, dernière question, Christophe Chailloux, qui est aussi membre de la PCE. Oui, merci Président. Désolé pour le retard, j'avais une autre réunion. Moi, je voudrais très brièvement d'abord saluer le travail de la délégation française au sein du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux à Strasbourg, parce que il y a vraiment un engagement très profond dans une instance qui est effectivement moins connue, pas forcément au premier plan de l'actualité, mais il y a un vrai travail en commun avec les collègues européens. Nous sommes effectivement, et je rejoins ce que vient de dire Eric, dans un mouvement qui est plutôt un mouvement de recentralisation dans un grand nombre du pays européens, mais pas seulement pour des raisons financières aussi. Il y a peut-être un retournement de tendance, notamment des États qui considèrent qu'ils ont peut-être laissé un peu trop de marge et qu'ils considèrent être les seuls légitimes à agir. Donc il y a un vrai sujet. Et dans cet environnement qui n'est pas des plus porteurs, moi je suis de celles qui considèrent que la Charte européenne, c'est quand même un document fondamental. Ça permet de rappeler que les Français sont largement à l'origine de cette charte. Quand on remonte dans les années antérieures, ils ont largement contribué, des grands élus français emblématiques, Chaban-Delmas, Defferre, etc., ont contribué à ce document qui reste une référence. La France a beaucoup tardé sur cela. Et dire aussi l'importance des dispositifs, notamment de monitoring. Alors on peut entendre effectivement que c'est vrai, on est dans des pays très différents, un continent très différent. Néanmoins, le monitoring, ça permet aussi de donner une vision un peu extérieure de nos collègues européens. Et puis c'est de pouvoir voir aussi des évolutions, des tendances. Et la réalité, c'est effectivement la recentralisation, les reculs financiers, et puis de voir aussi qu'il y a des évolutions sur le continent qui font que des choses qui nous paraissaient acquises, nous, en tant que Français, ne le sont pas forcément. Et donc, tout l'investissement qui est celui de la délégation au sein du Congrès, le travail qui, je pense, devrait être approfondi avec la délégation française au sein de la PCE, la délégation sénatoriale aux collectivités, pour valoriser tout cela, y compris sur des sujets et des débats importants. Moi, j'ai été très frappé ces derniers mois par le fait que, notamment à la PCE, on est confronté à des sujets de plus en plus prégnants, quoi. Ce qui se passe en Turquie, quand même, nous interpelle tous. Et il y a de vrais débats qui se déroulent, ce qui se passait en Géorgie, dans un certain nombre de pays. Et moi, j'ai été très frappé, très honnêtement, la dernière session que nous avons eue, où nous nous sommes vus, en tant que parlementaires français, mis en accusation par des parlementaires hongrois, serbes, slovaques, suédois, etc., en disant « mais vous ne respectez pas les libertés fondamentales puisque vous empêchez des candidats de partis politiques importants à se présenter aux élections. Vous avez condamné, enfin même avec des choses très basiques. Hein, on a l'impression que Marine Le Pen était en prison à les écouter. Hein, mais il y a vraiment aujourd'hui un débat et on voit qu'y compris des choses qui nous semblaient acquises sur l'indépendance de la justice, l'indépendance des pouvoirs locaux, etc., sont complètement remises en cause. D'où l'importance de travailler ensemble
de renforcer ses positions et de le renforcer avec les collègues européens. Donc, je veux saluer Mélanie Lepoultier, qui, je sais, fait un grand boulot avec l'Association française du Conseil communes et régions d'Europe, qui appuie la délégation. Et donc, je voudrais vraiment saluer tout cet engagement. Merci Guillaume. Et après ces félicitations, il vous reste à balayer un peu les dernières questions que vous avez reçues. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre confiance et de votre intérêt, parce que c'est vraiment important aussi ce déficit de notoriété. Il a été, le Congrès en est lui-même responsable aussi, de ne pas avoir su valoriser son travail. Je pense qu'on y œuvre, et encore une fois, le fait aussi d'avoir un secrétaire général français fait qu'il y a cette volonté de présence de la France qui est très important. Monsieur le sénateur, vous disiez ces rapports ont peu d'impact. Ils ont peu d'impact en France, si je puis me permettre. Parce que sur certains pays, je peux vous dire que le rapport de monitoring est vécu comme quelque chose... je le disais tout à l'heure, de manière très honnête avec vous, nous avons eu du mal à avoir un représentant... c'est la ministre Dominique Faure qui était venue, mais ça avait été très compliqué d'avoir un ministre qui vienne répondre aux questions des élus du Congrès. Pour beaucoup de pays, c'est un privilège, et ce rapport de monitoring est quelque chose d'extrêmement précieux et qui va être vraiment transmis à leurs collectivités territoriales, à leurs élus locaux, à la population. Donc en fait, il y a effectivement l'impact peut-être législatif qui peut se faire des recommandations, mais il y a aussi l'impact que chaque pays veut bien donner à ces rapports également. Et dans certains pays, mais même, alors évidemment, je prends certains pays, vous citiez la Hongrie, vous citiez même la Turquie, les Turcs sont très présents quand on a un rapport à leur sujet, mais la Moldavie et tout ça, mais même l'Italie, et le jour où le rapport de monitoring est passé sur la France, il y avait aussi l'Italie. Ça n'était pas du tout la même chose. Enfin, vraiment, très honnêtement, ça n'était pas la même chose. Donc, il y a vraiment aussi l'impact que chaque pays veut donner, je me permets de le dire, à ce rapport de monitoring. Sur la confiance, bah oui, effectivement, j'ai comparé. Alors, moi, on m'a proposé la Finlande. Je me suis dit, je vais effectivement aller voir. C'était très différent. Mon collègue qui a fait la Republika Srpska, voilà, on a eu vent des élections au Bélarus qui, je pense, matière à observation aussi. Cela dit, sur la Finlande, ils ont mis en place le vote électronique et très vite, ils en sont revenus parce qu'ils trouvaient que ça n'était pas du tout probant. Par contre, je vous donne une anecdote parce que je l'ai trouvé. Dans chaque isoloir, il y a un stylo à billes et un crayon à papier. Et donc, on leur dit, on écrit, en fait, on ne choisit pas son bulletin de vote, on écrit le numéro du candidat. Et on leur dit, mais vous mettez un crayon à papier ? Et on trouverait ça, ce serait surprenant chez nous, quoi. Et on nous dit, on les a supprimés à un scrutin, il y a eu vent debout, donc on les a remis. Les gens veulent voter au crayon à papier. On ne signe pas quand on a voté. Donc ça nous surprend tous en se disant, mais s'ils votent et s'ils s'en vont en courant. Et en fait, les membres du bureau de vote nous disaient, mais pourquoi est-ce qu'ils feraient un truc pareil, en fait ? Enfin, vraiment, mais quelle idée, quoi. Le dépouillement n'est pas public. Alors on dit, ah bon, mais les habitants ne peuvent pas venir. Ben non, il nous faut confiance, on est mandaté pour ça. C'est vrai. Enfin voilà, et les membres du bureau de vote ne sont pas des élus, ils sont des représentants des partis, même s'ils ne sont pas adhérents des partis, ils sont des listes qui sont données par chaque parti, sont des gens qui ne se connaissent pas, mais qui sont, alors là aussi, comme c'est rémunéré, des étudiants, enfin de toutes sensibilités différentes, d'horizons très différents. Ils sont ravis tous. On a fait 12 bureaux de vote. Moi, j'ai fait 12 bureaux de vote. Tous ravis d'être des gens qui ne se connaissaient pas, qui pensent des choses totalement différentes, mais qui vont passer une journée ensemble au nom de la démocratie locale. Bon, voilà, ça pose des choses aussi. C'est plutôt très intéressant. Donc voilà, c'est aussi ça de s'imprégner de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Eux, ils sont revenus du vote électronique et effectivement, peut-être que même sur un pays comme la Finlande, c'était pas si. Voilà. Je disais, on a évidemment, alors il y a le monitoring de cette charte sur lequel on peut apprendre des choses, mais il y a tous les autres sujets que j'ai pu et nous, on a beaucoup d'exemples puisque quand on travaille en commission, quand les rapports sont présentés en session, on a beaucoup d'exemples. Moi, j'ai été co-rapporteur d'un rapport sur les liens entre
présence des médias locaux et démocratie locale. Et comme quoi, là où on a une désertification médiatique, on a une désertification démocratique. On avait des exemples de partout en Europe et même au-delà, parce qu'on avait des exemples aussi en Australie, aux États-Unis, on est sorti des frontières. C'était très intéressant de voir comment dans chaque pays, les pays ont pris ça en main, ou pas d'ailleurs, et on pouvait superposer les cartes entre désertification médiatique et désertification démocratique. C'était très instructif. Là aussi, ça permet de prendre des choses au passage. Sur le logement, sur le sans-abrisme, sur les soins, sur l'accès aux services publics dans les différents pays. Évidemment qu'on ne peut pas reproduire des modèles de manière totalement identique. Mais s'imprégner de ça, je pense que c'est vraiment important. Et puis, pour rebondir aussi, ça permet, peut-être dans le désordre, vous m'en excuserez, j'espère, mais sur l'impact de ces rapports, oui, le Congrès et le Conseil de l'Europe n'a pas su peut-être prendre sa pleine place dans les instances européennes. Mais c'est la seule instance où on a des pays qui sont sortis de l'Union européenne avec qui nous avons encore des ponts pour échanger, pour discuter. On parlait de la Turquie. Vous n'imaginez pas, enfin j'imagine que nos collègues de la PCE le voient, mais à quel point les Britanniques sont extrêmement présents au Congrès et sont extrêmement vifs et dynamiques au Congrès. Parce que, évidemment, c'est un lieu où ils ont encore voix au chapitre. Et donc, ils occupent vraiment de plus en plus une place très importante. La délégation turque est toujours pleine et entière. Je pense que les suppléants, les titulaires, tout le monde est là. Il n'y a pas de, voilà, c'est vraiment très important. Donc c'est aussi une instance où on peut avoir des discussions avec des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et puis là aussi, en matière de prise de bonnes pratiques, je vous donne un exemple parce que c'est un pays aussi avec lequel on travaille avec la FCCRE beaucoup et nous au Congrès, la Moldavie, dont beaucoup, je pense, de Français ont découvert la place sur la carte à partir de 2022. Quand on parle d'ingérence étrangère dans le processus des élections locales en Moldavie, je pense qu'ils vont pouvoir nous apprendre des choses parce qu'eux le vivent de plein fouet. Dans leurs processus électoraux, ils passent des jours et des nuits à lutter contre les ingérences russes, bien évidemment, dans les processus électoraux à l'échelle nationale et locale, chose qui, pour nous, en tout cas à l'échelle locale, est encore assez faible. Qu'en sera-t-il demain? La même chose, j'espère, mais je ne saurais le garantir. Et je pense qu'à ce moment-là, il faudra peut-être se tourner vers des pays comme la Moldavie, comme la Finlande, comme la Roumanie, qui ont déjà, malheureusement, une grande expérience dans ces sujets-là de lutte contre les ingérences étrangères, y compris au niveau communal. Donc ça, c'est vraiment important. Tous les sujets qu'on brasse sont toujours vus avec un prisme collectivité territoriale, évidemment. Nous sommes tous des élus locaux. Donc quand on parle logement, quand on parle adaptation aux crises climatiques ou aux grandes crises, aux tremblements de terre, inondations, feux de forêt, etc., c'est toujours avec un prisme d'élu local. Donc c'est comment on ancre ça. Le co-rapporteur du rapport sur l'adaptation aux crises climatiques, c'est un élu belge qui avait subi des inondations très fortes dans sa commune. Donc comment on s'adapte, comment on met en place. Tout ça, ce sont des bonnes pratiques qu'on va chercher. Et puis, alors, sur l'autonomie fiscale et financière, effectivement, là, c'est un vrai sujet. Et c'est là, je pense, effectivement, aussi, en tout cas en France, là, qu'un vrai suivi peut être fait pour que aussi la France participe de cette prise en compte de la charte, en fait, comme d'autres pays le font. J'insiste là-dessus, des pays sont très attentifs au monitoring, vraiment pour eux. Donc, il faut que ce soit le cas. Et puis, effectivement, on a beaucoup parlé du monitoring, j'ai aussi commencé par parler de droits humains. C'est important, peut-être pour finir sur la prise de parole du sénateur Chailloux. Le fait d'avoir 46 pays, on a aussi une remise en cause des droits fondamentaux, qui sont ceux qui font aussi l'ADN de notre pays, qui sont aussi déclinés dans nos collectivités territoriales, l'accès de tous sans discrimination aux services sociaux, aux services publics, aux soins, etc. Et aujourd'hui, et ce sont les équipes du Conseil de l'Europe qui nous le disent aussi, il est difficile dans certains pays de dire que la déclaration, que les arrêts de la Cour et que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme
sont ce qui doit être suivi. Et aujourd'hui, il y a une remise en cause de ces droits qui nous semblent fondamentaux, qui ne sont pas pour tous, et y compris au niveau local. Et parfois, on a des difficultés parce que le niveau national ne veut pas mettre en œuvre ces arrêts ou le niveau local ne veut pas pour des questions de sensibilité très différentes. Et là aussi, chaque pays a vraiment ses propres considérations. Donc, je pense qu'on peut aussi donner, pour conclure, peut-être à toutes ces préconisations, ces recommandations que moi, je peux porter à votre attention aussi, hein, quand elles concernent des choses qui sont importantes pour les collectivités territoriales françaises, leur donner l'importance et l'attention que l'on veut leur donner. En tout cas, je pense que c'est de notre responsabilité en tant qu'élus locaux de vous le faire savoir et peut-être aussi qu'ensuite les choses puissent être utilisées, puisque nous travaillons, on est vraiment 306 élus très engagés. Moi, en tant que présidente de la délégation française, je veille aussi à ce que cette délégation française prenne sa pleine place de manière en termes de diplomatie aussi, d'importance, de rayonnement du pays. Mais il faut aussi que ça puisse procéder d'une amélioration des choses que nous pouvons améliorer. Nul pays n'est parfait en la demeure du Conseil de l'Europe, soyez-en assurés. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour à la fois l'ensemble de ces informations, l'analyse que vous faites, pour le travail que vous menez aussi, je vous le dis sincèrement, et du coup, tout ça, je pense, ça ouvre la voie, on y réfléchira avec les collègues, mais ça peut ouvrir la voie à un travail que l'on pourrait mener au sein de la délégation. Alors, il ne s'agit pas évidemment de reproduire ce qui se passe ailleurs, les pays sont différents, en même temps, il y a des initiatives intéressantes qu'il peut être bon de connaître pour s'en inspirer, des bonnes pratiques ou du vécu. Vous avez parlé de l'ingérence dans certains pays, des ingérences étrangères sur les élections dans certains pays. Enfin, tout ça fait qu'on a quand même intérêt, malgré tout, à regarder un peu ce qui se passe ailleurs, à l'examiner. Et du coup, le support du travail que vous menez peut vraiment nous y aider. En tous les cas, un grand merci à vous. Et juste avant